Donc, bonjour à tous. La présentation s'appelle Comprendre l'ISCOF. On va faire moins de code aujourd'hui, on va faire un peu plus de théorie. On va parler de sciences informatiques, un peu plus que de développement. Alors d'abord, pour vous présenter une personne fantastique qui s'appelle Barbara Liskov, et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas comprendre le principe de substitution de Liskov, mais bien comprendre Liskov. Barbara Liskov, qui est une personne qui a fait énormément pour l'informatique et notamment pour comprendre ce que c'est qu'un domaine fonctionnel et parler de comportement, là où d'autres essayaient simplement de parler de structure. Et c'est la première à avoir établi ce genre de notion dans le développement. C'est une personne qui a été un peu touche-à-tout, comme ces scientifiques qu'on rencontre du Moyen-Âge à l'ère classique, qui touchent à tout, les maths, les sciences, l'informatique, enfin, qui a un peu tout découvert. Et je voulais vous faire un brossage rapide de son parcours, parce que c'est d'abord une mathématicienne. Elle est diplômée en maths en 1961. Et en 1961, elle cherche à rejoindre un programme de mathématiques à Berkeley, associé à Princeton. Et le problème, c'est qu'à l'époque, Princeton refuse les femmes. Et pour cette raison, elle va dire c'est pas grave, si on veut pas de moi, j'irai ailleurs. Et elle va rentrer l'année d'après, elle va rentrer au MIT. Elle va rejoindre Boston, donc le MITRE, qui est en fait la partie recherche du MIT à Boston et qui travaille essentiellement sur la science informatique. Et c'est là où elle va découvrir la programmation. Elle va aussi travailler à Harvard, elle va faire de la traduction. Une fois qu'elle a découvert la programmation, elle va créer des logiciels de traduction à Harvard. Elle va obtenir ensuite un PhD à Stanford. Donc je vous brosse rapidement ce qu'elle a fait. Et une fois son PhD récupéré, elle se dit, tiens, est-ce que je vais repartir vers les mathématiques? Mais elle tombe sur ce type apparemment qui lui a donné envie de continuer dans l'informatique, qui s'appelle John McCarthy. Vous le connaissez ou vous le connaissez pas, mais c'est le pape de l'IA. Et elle avait notamment pu développer lors de son PhD une IA d'échecs. Et donc elle se dit, non, ça vaut la peine que je reprenne le cours de mes recherches qui mêlait à la fois mathématiques et informatique. Et elle va repartir au MIT dans le département de recherche pour faire à la fois des mathématiques et de l'informatique. Elle va être extrêmement prolifique, on va la connaître dans des tas de domaines. Elle a créé un langage d'abstraction qui s'appelle le CLU. Elle a travaillé notamment sur, justement, vous le voyez à l'écran, le calcul distribué. C'est elle qui a commencé à mettre au point la théorie des promesses, celles que vous retrouvez dans TypeScript, dans JavaScript, voilà, de partout. Dès qu'on parle de promesses, c'est elle qui a publié les bases. Elle a écrit une base de données qui s'appelle Tor, qui est une base de données orientée objet. Et elle a, tenez-vous bien, fini par travailler aussi sur la tolérance aux pannes byzantines que vous pouvez retrouver notamment dans la technologie de la blockchain. Donc c'est quelqu'un qui a été excessivement prolifique, qui a travaillé dans énormément de domaines. Je ne vais pas tout faire parce qu'elle a travaillé avec les plus grands. Vous pensez à Alan Kay, le pape de l'orienté objet, vous pensez à John McCarthy. Elle a discuté avec les plus grands, je pense notamment à ceux qui sont montés sur le mont Palo Alto quand ils ont fait le Jail Manifesto. Robert Martin la traite comme une référence absolue. Enfin bon, pour résumer, en 2004, elle a eu la médaille Von Neumann pour ses travaux, qui est une médaille extrêmement importante dans les mathématiques appliquées. Et en 2008, sommet des sommets, elle récupère le Turing Award pour ses contributions à l'informatique et pour avoir justement pavé le chemin d'énormément de théories dans l'informatique. On ne se rend pas compte à quel point elle a été un modèle. Je vais vous parler de sa vision des types qu'elle a dès 1988 contre tout le monde. Je vais juste en profiter pour partager avec vous la vision de la théorie des ensembles, donc cette theory, c'est sur quoi elle a travaillé. Mathématiquement, donc, un ensemble, vous voyez ce que c'est, hein, c'est un ensemble d'éléments qui satisfait en fait un prédicat.
Donc les éléments X appartenant à un ensemble T tel que C2X. Donc C2X, c'est un prédicat, vous savez ce que c'est qu'un prédicat, ça répond true ou false, donc ça appartient ou ça appartient pas. Un type au sens de la science informatique, c'est un ensemble de valeurs possibles. Possibles. Donc, les valeurs doivent répondre à la question, est-ce qu'il est possible que cette valeur fasse partie de l'ensemble? Alors, je vous donne quelques exemples ici rapidement. L'élément vide, l'élément universel, les chaînes de caractères, par exemple en encodage ASCII sur 7 bits, donc vous avez la définition mathématique. Vous avez les couleurs RGB, voilà, en 3 dimensions. Je vous donne rapidement des valeurs possibles d'ensemble. Qui sont à la fois finis, donc l'ensemble vide, ou infini, par exemple les strings, ou les couleurs RGB. Et puis vous avez par exemple, je sais pas, la construction d'objets. Hein, en JavaScript, vous avez des maps avec l'ensemble des propriétés, les valeurs qu'elles peuvent prendre, etc. Donc tout ça, une définition mathématique, c'est des ensembles à plusieurs dimensions. Voilà. Et vous avez des opérations sur les types, hein, pas sur les objets, sur les types eux-mêmes, donc sur les abstractions. Vous avez l'opération jamais. Donc, est-ce que c'est possible? C'est jamais possible. Donc, ça donne le résultat, c'est l'ensemble vide. Vous avez l'opération littérale, un élément littéral, c'est une seule valeur de l'ensemble, quelle qu'elle soit, ou du type. Vous connaissez évidemment les extensions, donc les fameuses clauses qu'on retrouvera sous la forme de extends, l'union qui sera le ou en informatique, l'intersection, donc ce sera le pipe en informatique, et l'inconnu, on ne sait pas si c'est possible, donc là on prend tous les éléments, donc c'est l'ensemble universel. Voilà, ça c'est juste pour brosser rapidement, mais c'est pour vous dire, elle a travaillé sur cette partie-là. Et elle a commencé à réfléchir à comment on faisait pour définir des types, des catégories, des sous-types, des compositions de types, etc. Et elle en est arrivée, tenez-vous bien, à une approche comportementale. Pour moi, c'est révolutionnaire. La vision historique, c'est une vision mathématique, c'est une vision empirique, c'est une vision naturelle. Une personne est une personne avec un ensemble de données, c'est très statique. Ça parle de types de choses et des propriétés et de relations qu'ils ont entre eux, mais c'est très statique. C'est comment on définit le monde et on l'applique tel quel sur la projection des types en informatique. Donc, il y a le domaine métier que vous projetez directement dans le code. Voilà. Donc, c'est une vision très statique, domaine métier, pouf, dans le code, et vous avez les types, la personne, l'employé, etc. Ce sont des relations is et as a, comme vous avez l'habitude de l'apprendre en informatique théorique. Et il y a cette question d'héritage qui est en fait la transmission d'un type à un sous-type, donc étant un ensemble de valeurs qui sont contenues dans un type de base, qui étendent les propriétés, les déclarations du type de base. C'est tout, c'est très statique. Il n'y a pas de, il n'y a pas de notion de comportement, il n'y a pas de notion oui, il n'y a pas de notion dynamique dans cette définition de l'héritage. Et ce truc-là, vous le retrouvez dans ce qu'on appelle le nominal typing. Vous l'avez en Java et en C#, quand vous voulez déclarer ces notions d'héritage ou de relation du type au sous-type, vous déclarez qu'une interface, qu'un type étant un autre type. C'est dans le code. Ce n'est pas la vision de Liskov. Liskov, elle dit, mais ça laisse passer tout un tas de trucs et il se passe des choses en informatique, dans le développement informatique, parce que l'informatique est dynamique, parce qu'un logiciel n'est pas un pont, parce qu'un logiciel n'est pas une maison, qu'un logiciel se comporte, qu'un logiciel est plus de l'ordre d'un runtime, d'un organisme artificiel. Vous m'avez déjà entendu en parler la dernière fois, d'un organisme artificiel qui mute, qui répond à son contexte dans un environnement comme un être vivant, mais artificiel. Mais il fonctionne pareil, il est dans son environnement naturel, le runtime, l'exécution du runtime, et il a, pareil, il a des événements qui sont contingents, c'est pas de l'ordre du hasard, mais presque, il est obligé de réagir à certaines choses. Ce n'est pas une vision statique. La vision
de Liskov, c'est celle que je vous ai mis à l'écran. C'est la définition mathématique du sous-type pour Liskov. En termes de propriété, si Q de X, est-ce que je le lis ou pas? Vous pouvez le voir. En gros, si j'ai une propriété dans un type qui est vérifiée pour un autre type et que toutes les propriétés sont vérifiées pour cet autre type, donc un type T, si toutes les propriétés du type T sont vérifiées pour un autre type S, alors on peut dire que S est un sous-type de T. Les propriétés, pas les relations, pas les déclarations statiques. Le comportement des sous-types doit être le même que pour les types. On doit en quelque sorte être capable d'être capable de substituer le type de base à son sous-type. Et vous ne vous rendez pas compte, parce que probablement vous n'y avez pas pensé, ou alors vous y avez pensé, mais on n'en a pas parlé, mais la notion de duck typing, vous le connaissez tous, en TypeScript, en Python, en Ruby. If it walks like a duck, if it quacks like a duck, then it must be a duck. On ne se rend pas compte de ce que Liskov a ouvert comme domaine. Le duck typing permet de déclarer des relations de type à sous-type, de dire que un type, je sais pas, est un sous-type de object, par exemple, simplement parce qu'il vérifie toutes les propriétés de l'objet de base. Il n'y a pas besoin de déclarer que string extends object. Je répète, TypeScript dira c'est l'objet qui va bien s'il récupère exactement les mêmes propriétés, les mêmes méthodes. Vous ne vous en rendez pas compte. Liskov, c'est tout un champ ouvert pour l'informatique avec tout un tas de trucs dingues. Pensez à la programmation fonctionnelle. On commence à tisser des liens avec Liskov entre l'orienté objet, la programmation fonctionnelle, le procédural. Tout d'un coup, c'est plus isolé, on commence à tisser des liens dans la science informatique. C'est plus de l'empirique, ça devient quelque chose qui est capable d'être généralisé. Voilà à quel point Barbara Liskov est importante dans l'informatique moderne. Et puis, évidemment, à partir de 90, elle va écrire un livre avec UTAG, où elle va continuer à creuser cette notion de comportement et se dire, OK, ces histoires de comportement par rapport à la déclaration statique d'un type et d'un sous-type, ça va amener des interfaces de comportement. Ça va typiquement ramener des API pour programmer les comportements d'un type. Il va évidemment y avoir des entrées, des sorties, des préconditions, des post-conditions, des invariants, des exceptions, etc. Elle va là-dessus, alors elle ne va pas être seule. Vous voyez en dessous, je marque Barbara Liskov, virgule Bertrand Meyer. Bertrand Meyer, il parle de la programmation par contrat. Et elle va dire, moi je fais de la conception par contrat. Ils vont s'associer tous les deux. Bertrand Meyer va travailler sur la partie développement. Il va aussi écrire un bouquin. Barbara Liskov, en 90, écrit donc un des bouquins que j'ai mis en référence à la fin de la présentation avec UTAG, où elle va expliciter qu'est-ce que c'est que son behavioral subtyping, donc le sous-typage comportemental. Je vais vous en parler vite fait. En gros, Liskov ne parle pas d'héritage. On ne s'en rend pas compte parce qu'on associe toujours le principe de substitution Liskov avec l'héritage et on dit c'est la même chose. C'est pas du tout ça. Elle dit l'héritage, c'est un mécanisme statique qui appartient justement à cette définition statique du type au sous-type avec la déclaration, les mêmes propriétés. Quand elle énonce son principe de substitution de Liskov, elle va dire il y a quelque chose de plus que l'héritage. On a beau définir des mécanismes d'héritage entre les types et les sous-types, moi je mets des restrictions supplémentaires. Si on hérite, mais qu'on n'arrive pas à manipuler l'objet, ou en tout cas qu'il ne s'aligne pas en comportement par rapport à son type de base, on a des problèmes. Elle a été mathématicienne, elle a travaillé sur ce qu'on appelle la composition des fonctions,
elle connaît ses histoires de domaine, domaine d'entrée, domaine de sortie, etc. Et puis elle dit, moi personnellement, si je retranscris ça, elle tisse des ponts entre la science mathématique, la science informatique et le développement informatique qu'elle a commencé depuis pas mal de temps. Et elle dit, moi, je dois avoir des restrictions supplémentaires sur ses comportements. Et elle avait travaillé avec une de ses élèves qu'elle a eu en master, Janet Wing. Elle va commencer à définir des restrictions sur les conditions liées à l'héritage. Oui, vous pouvez toujours foutre un héritage entre le rectangle et le carré. Ça marche très bien, hein. Le carré, effectivement, c'est un sous-type du rectangle. Mathématiquement parlant, c'est un ISA, il n'y a pas de problème, c'est statique. Vous pouvez toujours faire l'héritage, il y a toujours polymorphisme. Tout se passe bien. Par contre, de mon point de vue, du point de vue du comportement, ça ne s'aligne pas bien. On va vite fait parler des restrictions. Il faut, elle parle en termes de covariance, de contravariance et d'invariance. Alors, c'est un peu barbare, je suis désolé, mais c'est lié là, je pense qu'elle a repris des termes mathématiques. On va les énoncer. La contravariance des préconditions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, c'est la première restriction. Les préconditions, c'est-à-dire les entrées des méthodes, dans le type défini à la fois dans le type et le sous-type à cause de ce mécanisme d'héritage, doivent varier à l'inverse, dans le sens inverse du mécanisme d'héritage. À savoir, quand je spécifie d'un type de base vers un sous-type, donc je spécifie, je suis plus restrictif, à ce moment-là, les entrées sont contravariantes, c'est-à-dire que je dois mettre moins, je dois être moins restrictif sur les entrées de mes méthodes. Donc ça veut dire que les méthodes du sous-type ne doivent pas prendre des arguments qui sont plus restrictifs dans leur domaine. La contravariance. Les post-conditions, c'est-à-dire en gros les sorties des méthodes, les exceptions qui sont générées par les méthodes, dans le sous-type, doivent être covariants. Covariance, ça veut dire que si on spécifie du type au sous-type, la méthode qui se trouve dans le sous-type et qui a été héritée du type de base, les sorties et les exceptions doivent être plus restrictives, donc dans le sens de la restriction, de la spécification, mais on ne doit pas être plus, disons, plus lax, plus relax sur les domaines. On ne doit pas créer, par exemple, de nouvelles exceptions dans les sous-types. On peut lancer des exceptions plus particulières ou des sous-types des exceptions qui sont déclarées dans le type de base, mais on ne peut pas déclarer de nouvelles exceptions. Et surtout, on doit maintenir les invariants. Quel que soit le mécanisme d'héritage qu'on met en place, au niveau des comportements, donc au niveau des méthodes, on doit absolument maintenir les invariants. Tu vois, la contravariance, c'est d'aller au sens inverse de la relation type à sous-type, donc de la restriction plus grande. Donc, je contravarie, ça veut dire que mes entrées, elles doivent être moins restrictives. Donc, plus restrictif dans l'héritage, en contravariance, je vais dans le sens inverse, donc je dois être moins restrictif dans mes entrées. Si je suis covariant dans mes sorties, ça veut dire que je vais dans le sens de la variation, la spécification. Donc, type à sous-type, c'est plus restrictif. Donc, dans mes sorties, je dois aussi être plus restrictif dans mes sorties. Je peux, par exemple, retourner, si je retournais un objet, je peux retourner une chaîne de caractères. C'est plus restrictif. Le client, il utilise le type de base et il doit pouvoir ne pas être surpris si on passe du type de base au sous-type. Si je change le principe de substitution de Liskov, si je substitue la classe de base avec n'importe quelle sous-classe, donc un type par n'importe quel sous-type, il ne faut pas, par exemple, que je me chope des exceptions supplémentaires. Il faut que je puisse passer tous les types que je passais en entrée, il faut que je puisse les passer. Donc, il faut que la méthode qui prend en entrée le domaine d'entrée puisse prendre le domaine d'entrée de tout le type de base, voire plus s'il veut, mais en tout cas, il faut qu'il prenne au moins tout le type d'entrée du classe de base. D'où la contravariance. Ça permet justement, je vous parlais de composition de fonctions en termes mathématiques, ça permet justement de propager les domaines. Alors, on va passer à la suite. On va prendre un cas pratique. Et c'est un cas que tout le monde connaît. Vous allez sur le net, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que Baldung explique ça très bien. On prend un compte.
Et donc, on prend un compte en banque et un compte en banque, vous pouvez déposer de l'argent ou retirer de l'argent. Et vous avez un Bank App Withdrawal Service. Donc là, c'est le truc que j'ai pris l'image que j'ai pris de Baldung, dans lequel on va pouvoir effectivement déposer ou retirer de l'argent. Donc vous avez le compte courant et vous avez le compte d'épargne. La banque arrive et elle dit, OK, par rapport à ce comportement global, moi j'ai envie de rajouter un autre compte qui est un compte à court terme qui permet sur lequel vous pouvez choper des intérêts. Par exemple, un livret à court terme sur lequel vous pouvez déposer votre truc, une espèce de porte-monnaie dans lequel vous pouvez mettre des économies à court terme et puis vous avez, je sais pas, 0,3, 0,5% d'intérêt dessus, etc. Sauf que vous n'avez pas le droit de retirer de l'argent. Donc le problème, c'est comment vous gérez ce truc-là. Vous n'avez pas le droit de retirer de l'argent dans ce compte. Donc vous pouvez très bien hériter du compte, du compte courant, hein. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer une exception quand on appellera withdraw. On retombera sur l'exemple générique où on ne sait pas quoi faire avec cette implémentation de méthode à ce niveau du sous-type. Si on remplace le type de base account par ce sous-type qui est fixed interest rate account, qu'est-ce qu'on va faire de la méthode withdraw? On va lancer une exception? Je peux pas générer cette implémentation. On va laisser l'implémentation vide. Voilà, encore le code SML. Effectivement, on reprend la hiérarchie des classes. On répète, l'informatique, les types et les sous-types dans les domaines fonctionnels du développement ne sont pas les mêmes que dans le domaine naturel d'application. On ne projette pas bêtement le domaine d'application, pardonnez-moi, le domaine métier, on ne le projette pas bêtement sur le code. Parce que dans le domaine naturel, on définit des concepts et leurs relations. Dans le code, on définit des comportements. Par contre, Liskov nous dit, et j'espère que là, vous voyez à quel point c'est énorme. Je ne vous décris pas la solution, hein, vous avez tous compris, on change la hiérarchie des objets, il y a effectivement des comptes sur lesquels on peut retirer et des comptes qui sont sur lesquels on ne peut pas retirer. Donc, on va définir une interface supplémentaire. Regardez le titre de cette interface, Withdrawable Account. Ce n'est plus quelque chose qui décrit l'environnement naturel, c'est quelque chose qui décrit la possibilité, un trait de caractère, un trait de comportement, un trait fonctionnel d'un élément, d'un type utilisé dans le développement informatique. Voilà, je reprends simplement la hiérarchie, sauf qu'effectivement, la méthode n'existe plus dans cette partie-là. Vous voyez l'interface qui est rajoutée encore une fois? C'est très important. Ce n'est plus le domaine métier, ça devient le domaine fonctionnel. J'ai l'habitude de dire le domaine métier est orthogonal au domaine fonctionnel. On n'applique pas bêtement le domaine métier. J'ai même tendance à dire que le domaine métier ne fournit que des valeurs immuables de données et des fonctions de consistance, c'est-à-dire pour vérifier les relations que les données ont entre elles. Quand il s'agit de rentrer dans le développement informatique, il y a forcément un côté orthogonal où on rajoutera de l'algorithmique, de la relation du comportement entre objets, des graphes, des états, des machines à état fini, etc. Voilà, un domaine fonctionnel. Parce que le domaine métier, c'est celui que ton utilisateur qui connaît rien à l'informatique discute. En gros, je vous explique, c'est la loi de Conway. Toute structure de communication d'une organisation a tendance à se projeter sur la structure, l'organisation, la structure de communication des produits qu'il réalise. Et c'est une mauvaise chose. Faut donc faire très attention, ou en tout cas, à un moment donné, tu auras forcément ce qu'on appelle de l'intégration, concept complètement oublié des développeurs aujourd'hui en 2023, mais tu auras toujours une couche d'intégration, ce qu'on appelle l'API, la couche fine qui projette le domaine métier vers le domaine fonctionnel. Mais cette couche d'intégration doit être la plus simple, en tout cas celle qui fait vraiment du tuyau, de la projection de domaine et du test de consistance et de cohérence des relations statiques mathématiques ISA, vous voyez? Parce qu'à l'intérieur, c'est du développement informatique, c'est de la science informatique qui nécessite
une projection dans un domaine. Tout comme quand on veut résoudre un problème mathématique, Euler qui résout le problème des 7 ponts de balle, il va pas dire soit le pont machin, soit le pont machin, soit le pont machin. Il va dire soit A, B, C, D, E, F, G, des éléments de l'espace topologique machin, et il va décrire, il projette dans son domaine fonctionnel, il résout dans son domaine fonctionnel, et ensuite il reprojette dans le domaine métier pour répondre aux problèmes posés. C'est Liskov qui nous explique ça. C'est la programmation fonctionnelle qui nous explique ça. C'est très intéressant pour pouvoir justement réfléchir le monde et la façon dont on agit en tant que développeur. Voilà à quel point Liskov est grandiose. Je me suis permis de ne pas faire de code là-dessus. Je vous ai juste fait le PowerPoint, mais pour moi, ça, je vous donne la référence à la fin. Vous avez notamment une vidéo de Liskov. Vous avez un très bel article de Robert Martin là-dessus qui passe en détail tout ce qu'il faut. Vous avez les références aux 2 publications qui feront date, Data Abstraction and Hierarchy de Barbara Liskov, où justement, elle dit il y a peut-être autre chose que le typage et le sous-typage statique mathématique en modèle ISA, etc. Il y a peut-être du comportement à rajouter. Et là, boum, elle rajoute la publication Behavioral Notion of Subtyping qu'elle fait avec justement son étudiante Janet Wing. Consacration 1994, tout le monde explose, mon Dieu, le comportement, qu'est-ce que c'est que cette histoire, waouh, on peut faire enfin, il y a différents domaines, il n'y a pas que les mathématiques, il y a aussi l'informatique, voilà une nouvelle science, etc. Barbara Liskov, messieurs, dames, j'espère qu'elle vous emmènera aussi loin qu'elle m'a emmené, moi.